Cette conférence va Donc maintenant ceux qui être ne veulent pas enregistrée. apparaître, ceux qui ne veulent pas apparaître dans l'enregistrement, qu'ils ne nous en fassent pas et je le supprimerai au montage. Bon, ben écoute, je te laisse la main. Ouais, merci Henri pour. Donc je vais prendre la main. Donc bienvenue dans cet atelier qui porte donc sur le référentiel de compétences dans la filière STAPS. Alors avant de présenter les intervenants, donc je me présente. Donc Jérôme Guérin, je suis directeur de la faculté des sciences du sport et de l'éducation à l'université de Bretagne occidentale à Brest. Et donc, je vais tenter de jouer le rôle de modérateur dans cet atelier pour vous donner la parole et puis essayer de tenir le temps puisque nous avons normalement, donc ce qui était prévu, c'était 55 minutes, mais on démarre un petit peu en retard, donc on verra si on est contraint d'arrêter à l'heure ou si on peut prendre quelques minutes pour prolonger peut-être quelques débats. Donc, vous dire que finalement, le lien référentiel de compétences STAPS, ça intervient dans une filière de formation qu'on qualifie de pluridisciplinaire, hein, pour ceux qui la connaîtraient pas très bien, et que depuis longtemps a veillé à finaliser les formations qu'elle propose, notamment la formation académique, par un souci de professionnalisation des étudiants dans le champ du sport. Ainsi, depuis longtemps, les formations STAPS, elles sont relativement exigeantes pour diplômer des étudiants en capacité d'animer, d'entraîner, d'éduquer dans le champ du sport. Alors, on verra tout à l'heure qu'on rentrera plus dans le détail et qu'il n'a pas toujours été question de référentiel de compétences dans la filière, mais pour autant, par d'autres termes qui sont liés à d'autres époques et à d'autres moments, il y a toujours été cette préoccupation de former les étudiants à des savoirs, savoir-faire, savoir-être qui soient valorisables et valorisés par le champ professionnel. Alors, la filière STAPS, si elle est aussi sensible et intéressée ou soucieuse de ces référentiels de compétences, c'est parce qu'elle est située dans un champ, le champ du sport, qui est extrêmement codifié, contraint, et les étudiants qu'on diplôme, ils sont dans un environnement relativement concurrentiel qui demande un travail collectif permanent au niveau national pour essayer de formaliser les compétences et les faire reconnaître par les instances nationales de certification. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir la présence d'Aurélien Pichon, président de la conférence des directeurs du FR STAPS et de département STAPS des universités françaises et qui est professeur d'université à l'université de Poitiers et qui va pouvoir dans quelques minutes prolonger cette petite introduction pour la filière STAPS en précisant notamment comment la C3D tente justement ou s'empare de cette question des compétences au niveau national en précisant un petit peu les modalités. Alors, si cette question est importante au niveau national, au niveau local aussi, au niveau des UFR, eh bien, les enseignants essayent de s'approprier, de s'emparer de ces référentiels pour les opérationnaliser au regard du contexte local, au regard des spécificités des environnements professionnels qui sont à disposition sur le territoire pour les étudiants, et puis aussi au gré des transformations locales de l'enseignement supérieur, pardon. Et Anne Billy, ici présente, professeure agrégée d'EPS, assesseure de formation à la faculté des sciences du sport et de l'éducation de l'UBO, interviendra après Aurélien Pichon pour montrer comment dans une UFR et en lien avec un projet dont il a été question ce matin, le projet Shift, qui regroupe plusieurs universités et plusieurs UFR, STAPS, et bien, ce projet est une opportunité pour réfléchir à la manière de traduire un référentiel de compétences en termes d'activité de formation, en termes de modalités d'évaluation pour les étudiants. Enfin, ce travail mené au niveau national et local dans les universités s'articule évidemment, mais il ne pourrait pas être pertinent, ou du moins il serait moins pertinent s'il était mené sans une observation attentive et constante de ce qu'en font les usagers, les destinataires de la formation, et notamment les étudiants,
Parce qu'une formation de qualité, comme on le dit parfois, une formation de qualité, souvent une formation qu'on pourrait qualifier de haute couture, et bien ça s'appuie généralement en termes d'ingénierie sur un certain nombre d'indicateurs et notamment la parole des étudiants. C'est pourquoi on a avec nous une étudiante de la NESTAPS, Alice Buenzos, étudiante aussi à Nantes en master, qui prendra la parole pour donner son point de vue, faire un retour d'expérience pour avoir vécu des formations qui sont dans cette tendance, à savoir une formation orientée programme et en référence à des compétences. Voilà en quelques mots une présentation de l'atelier. Donc, comme nous ne sommes pas en avance, je vais donner sans tarder la parole à Aurélien Pichon pour prolonger le premier point que j'ai abordé sur le rôle de la C3D au niveau national en lien avec ce thème du référentiel de compétences. Aurélien, si tu veux prendre la parole. Merci. Alors, j'espère que mon réseau va tenir. Je suis en déplacement sur le campus délocalisé d'Angoulême, mais c'est pas simple au niveau du réseau. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez la présentation pour le moment. C'est le cas. On t'entend, on ne voit rien pour l'instant. Ah. Alors. Si, on voit. Je vois bien la formation. Hein. Je vois bien la présentation. Bon, super. Vous ne voyez pas à Brest? Non, on ne voit pas. Bon, c'est pas grave, vas-y, démarre, Aurélien. Ouais. Bon, bah écoutez, merci en tout cas de nous donner l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Merci à l'UNES d'organiser cette journée. Donc, je vais essayer de vous présenter succinctement un petit peu le contexte global et puis comment la C3D s'est engagée dans cette approche compétence au sens large du terme. Comme l'a dit Jérôme, le contexte des formations en STAPS, c'est le contexte globalement des formations métiers du sport. Bien entendu, j'oublie pas le management du sport ou l'ergonomie, qui sont pas des métiers du face-à-face pédagogique, mais qui sont très réglementés du fait du code du sport qui réglemente l'accès à un emploi rémunéré pour l'ensemble des diplômes français. On a une certaine quantité, voire pléthore de diplômes dans le champ du sport ou de l'animation. C'est plus de 1000 diplômes qui sont aujourd'hui éligibles et qui permettent un accès à cet encadrement contre rémunération dans le secteur du sport. Donc la concurrence est très forte sur le champ de la formation et de la certification au métier du sport. On a plusieurs opérateurs de formation en présence, les universités, le ministère chargé des sports ou ces opérateurs privés ou publics qui délivrent des BP, des DE, des DES en parallèle des formations STAPS. Donc l'ensemble de ces contextes font qu'on a été contraint et très fortement dans l'anticipation pour s'engager dans les réformes afin pour agir sur plusieurs leviers. D'une part, assurer la reconnaissance des formations en STAPS, répondre à ces contraintes concurrentielles que je viens de vous exposer, et puis également avoir la possibilité éventuelle de s'ouvrir à la formation tout au long de la vie, à l'apprentissage. Et puis récemment, en 2018, il y a eu un impact fort de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, que vous connaissez certainement tous, qui a des enjeux et des conséquences sur la libéralisation des parcours de formation et des certifications, et qui flexibilise, si je peux me permettre, ces parcours de certification. Cette loi, elle a plusieurs conséquences et puis plusieurs cadres. Globalement, c'est une approche concurrentielle de l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque, on va dire, employeur et personne qui veut former ses diplômés peut s'engager dans une approche d'apprentissage et puis aller chercher l'organisme de formation qui lui convient ou qui est le plus à propos pour former ses futurs employés au métier qu'il veut développer. C'est globalement une reprise en main par l'État au détriment des régions, et puis c'est un marché confié en orientation aux branches professionnelles qui ont encore plus qu'avant, je dirais, la main sur les besoins et ou leurs exigences de formation professionnelle.
Et puis, la régulation du marché change. Elle est confiée aujourd'hui à l'opérateur France Compétences qui va certifier les diplômes ou les certifications qui donnent droit à l'éligibilité de la formation continue et du financement de l'apprentissage. Donc, tout ce cadre un petit peu institutionnel impose des conséquences sur l'enseignement supérieur à la recherche et bien entendu sur les formations STAPS qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont hautement concurrentielles. Donc, les conséquences sont autour de la certification, c'est-à-dire qu'on doit certifier et avoir des fiches RNCP articulées en blocs de compétences qui sont les résultats d'apprentissage évalués, qui doivent découler de 3 référentiels. Un référentiel d'activité qui devrait décrire ou qui décrit les situations de travail, les activités exercées, les métiers. Donc, on est plus sur une approche métier ici et pas sur une approche formation. Je m'engage dans telle ou telle formation. C'est je m'engage dans la formation à un métier ou à des activités professionnelles données. Un référentiel de compétences qui va de fait identifier les compétences, les connaissances transversales, etc., qui découlent de ces référentiels d'activité, c'est-à-dire comment je peux opérationnaliser mes acquis d'apprentissage au sein des métiers visés. Et puis, bien entendu, un référentiel d'évaluation qui va définir les critères, les modalités d'évaluation des acquis de façon à certifier les compétences qui sont visées pour aller obtenir la certification, mais principalement l'insertion professionnelle à venir. Donc la formation est une modalité, est un moyen cette fois pour acquérir la compétence et parfois un petit peu scindé de la certification, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Donc les implications de cette loi dans l'enseignement supérieur de la recherche et associé au cadrage des GESIP, qui est relativement bien fait, c'est d'accroître la lisibilité des compétences rattachées aux certifications professionnelles, y compris au sein de l'enseignement supérieur, qui n'est pas forcément préparé à cela au départ. C'est faire peut-être une distinction peut-être plus fine, plus grande entre la formation et la certification de ces compétences. C'est définir des compétences qui sont à l'interface entre la formation, le métier et l'emploi, de façon à favoriser bien entendu l'insertion professionnelle des diplômés. Et puis, c'est définir des référentiels nationaux des compétences pour chacune des mentions de licence et potentiellement de master, de DOS, de licence pro, au regard des compétences linguistiques, transversales et pré-professionnelles ou professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mention, et y compris les mentions stables, doivent disposer d'une fiche RNCP et de blocs de compétences associés qui correspondent au champ professionnel ou aux métiers qui sont visés dans ce champ. Donc, je vous ai remis un petit peu un copier-coller ici d'un cadrage des GESIP qui est relativement intéressant, il me semble. Et puis, je vais maintenant focaliser plus sur la thématique de l'après-midi qui est l'approche compétences en STAPS, avec clairement un besoin pour nous dans la filière de travail croisé entre, comme on l'a dit, les fiches RNCP, associés à ces fiches RNCP des blocs de compétences qui sont dédiés à des compétences métiers, identifier des référentiels de formation et d'évaluation pour avoir des progressions d'apprentissage qui soient les plus optimales possibles et qui puissent aboutir à un développement de ces compétences les plus pertinentes possibles. C'est définir les connaissances, les méthodes, les savoir-être dans les maquettes de façon à acquérir ces compétences et pouvoir certifier ces compétences professionnelles in fine à l'issue des 3 années de licence, si on prend l'exemple de la licence STAPS. C'est également, secondairement ou a priori, si possible, définir des modules de compétences qui sont des blocs des blocs d'apprentissage qui sont infra-blocs de compétences, qui soient peut-être plus faciles et plus accessibles en formation tout au long de la vie. Si on considère qu'un bloc de compétences, c'est une centaine d'heures, par exemple, comme on les a définis, nous, dans les fiches RNCP, peut-être qu'il y a besoin de définir des modules de compétences de format plus restreint qui puissent être accessibles en formation tout au long de la vie sur 2 ou 3 jours de formation ou sur 1 semaine de formation, de façon à favoriser la FTLV par exemple et ou l'inscription dans une démarche d'apprentissage. C'est également sur un travail de maquette de définir des éléments constitutifs des unités d'enseignement, donc les matières qui vont contribuer aux compétences, aux modules de compétences et aux blocs de compétences, de façon à atteindre les exigences définies dans la fiche RNCP. Et donc, après, de définir comment on certifie, comment on évalue la compétence des étudiants qui sont en formation de façon à certifier le diplôme et les compétences associées.
Alors, Yannick Van Poel et Didier Delinière ont initié ce travail-là depuis bien longtemps, en lien avec la C3D STAPS et avec l'ensemble des directeurs du FR STAPS. Donc, on a la chance en STAPS d'avoir une conférence des directeurs et des doyens qui est relativement uniforme et unie sur le territoire, ce qui a permis d'initier cela. Alors, en étant tout à fait honnête, je pense qu'au départ, pas grand monde, si ce n'est Yannick, voyait l'intérêt de s'inscrire dans cette démarche de bloc de compétences, de fichiers RNCP et de faire travailler toute la communauté sur ce sujet-là. On va voir que c'était, et on le voit aujourd'hui, que c'était tout à fait pertinent. Ça a été initié donc par le CA aussi, qui a travaillé par un ensemble de groupes de travail par mention, avec les directeurs de composantes et ou leurs associés, leurs responsables de formation, leurs responsables de diplôme, les équipes de formation de chaque mention, qui ont ensuite contribué à la définition des blocs de compétences, des référentiels de formation, et puis sur les dernières réunions, à définir dans quel cadre et quelles sont les compétences et les critères d'évaluation qui permettent de certifier ces compétences. Bien entendu, à l'ensemble de ces démarches et de ces réflexions ont été associés les professionnels et les branches professionnelles à travers, avant qu'ils ne disparaissent, le comité de concertation sport-animation qui était articulé entre le MESRI, le ministère des Sports, les branches professionnelles, qui permettait d'avoir une certaine forme d'aller-retour entre les besoins du secteur et puis on va dire les exigences ou le cadrage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce travail a été un travail de longue, voire de très longue haleine, pour certains de trop longue haleine, parce qu'il a duré de 2015 à 2020 avec quasi systématiquement un créneau dans chacun des séminaires de la C3D STAPS, qui avait la chance d'être en présentiel à cette période-là, et où on a travaillé vraiment en équipe avec l'ensemble des directeurs, des équipes de formation pour arriver à quelque chose de globalement le plus consensuel possible. Pour que l'on puisse former nos étudiants au mieux aux exigences professionnelles, tout en gardant on va dire l'essentiel de notre formation universitaire au métier du sport et au face-à-face et à l'encadrement pédagogique. Le travail de formulation appliquée, il a été parfois contraints par des cadrages parfois qui ont changé d'une année à l'autre en fonction des politiques de cette séquence, de la transformation en 2018 et du passage de la loi pour l'avenir professionnel à France Compétences. Et puis, un gros travail, une fois qu'on avait travaillé, nous, en interne, de mise en cohérence avec les exigences, l'organisation des blocs les uns par rapport aux autres, l'organisation des blocs transversaux vis-à-vis des blocs professionnels, pré-professionnels, etc. En étant tout à fait honnête, parce que moi j'ai pris le chemin bien entendu en marche en tant que directeur et puis maintenant en tant que président de la C3D, je pense qu'aujourd'hui seulement on prend conscience de la plus-value de ce travail-là et de l'anticipation de ce travail-là initié par Yannick Van Poel dans le cadre bien, de la loi de 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de cet apprentissage et du changement de politique de l'emploi et de l'apprentissage. Donc je pense que c'était vraiment une belle anticipation de la part de mes anciens collègues Didier Delinière et puis du collègue Yannick qui est encore directeur et qui est membre du CA encore actuellement, que je remercie ici sincèrement pour avoir eu la présence d'esprit de s'engager dans cette démarche à un moment où c'était pas tout à fait à propos. Ici, une petite conclusion, c'est encore une fois un document de la DGSIP où on voit que les référentiels nationaux de compétences ont plusieurs intérêts et peuvent contribuer au parcours de l'étudiant, que ce soit dès l'orientation, on est en pleine phase Parcoursup, même si ça se termine dans quelques jours. Ça nous a permis, une fois qu'on avait identifié quelles étaient les compétences attendues en fin de cursus, peut-être d'identifier aussi les compétences attendues pour les lycéens pour rentrer en formation. Donc, ça nous a permis de définir nos 5 domaines de compétences. Ça permet bien entendu de favoriser l'insertion professionnelle parce que les fiches RNCP sont lisibles sur France Compétences. Elle valide quelque part l'approche professionnalisante de nos diplômes en STAPS au regard de la concurrence dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, bien entendu, on est tous plus ou moins engagés aujourd'hui dans la formation tout au long de la vie, l'apprentissage, et ça permet de rassurer les branches professionnelles au regard des compétences que l'on peut contribuer à développer chez leurs salariés qui viennent dans nos UFR aujourd'hui. Donc, le travail
n'est bien entendu pas terminé parce que une fois qu'on a défini ces grands blocs de compétences, qu'on a défini en gros un cadrage national, reste ensuite à le mettre en œuvre localement en définissant eh bien quelles sont les matières qui vont contribuer à tel ou tel bloc de compétences et en gros quel UE va contribuer ou quelle partie du UE va contribuer dans un tableau croisé à aboutir à une compétence transversale, linguistique, pré-professionnelle ou professionnelle. Voilà, je vais laisser mes collègues ensuite préciser plutôt la mise en œuvre ou l'approche de mise en œuvre, et puis je répondrai à vos questions soit maintenant, soit à l'issue de l'ensemble des présentations. Oui, j'espère merci que vous m'avez entendu tout le long. Oui, parfaitement, très bien. Merci Aurélien pour toutes ces précisions. Alors, ce que je propose peut-être, c'est prendre quelques minutes suite à ton intervention pour des questions de compréhension. Pour peut-être que ce sera plus facile d'y répondre maintenant. Donc voilà. Si vous avez des questions. Oui, moi, j'ai une question ou une remarque pour Aurélien. Sur ta présentation, Aurélien, donc tu parles de modules à l'intérieur, donc de briques à l'intérieur des grands blocs. C'est ce qu'on a fait. Donc dans le cadre de la formation continue, on propose ces modules sous forme de certificat universitaire dans notre établissement. Par contre, on se voit refuser le fait de pouvoir émarger sur le compte personnel de formation sur ces briques, ce qui pose problème, ce qui est dommage, puisque c'était bien le principe de l'AFTLV de pouvoir venir chercher différentes briques pour avancer et puis voire même faire de la capitalisation dans le cadre d'une VAE. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par d'autres établissements, et puis du coup c'est un frein, et ça serait, si vous avez la possibilité avec la C3D de lever ce frein, ça serait bien, d'autant plus que ces briques-là, en fait, comme elles sont mutualisées avec notre master et que notre master est construit en bloc sur la fiche RNCP, on a du mal à comprendre pourquoi on a ce refus alors qu'on est bien sur un diplôme qui émarge au RNCP. Bonne question. Là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est parce que, en effet, ces modules sont pas aujourd'hui lisibles au sein des fichiers RNCP et sont pas inscrits comme des sous-parties des blocs. Là, je réfléchis tout haut. Hein. Je suis pas très expert de ces technicités-là. Peut-être qu'il faudra se rapprocher de France Compétences et peut-être leur expliquer que ce sont des sous-parties et puis essayer de valoriser ce fait-là pour que ce soit pris en compte dans le CPF. Mais j'ai pas la réponse, on va dire, technique à cette question. Merci, Muriel. Ok, on va creuser de ce côté-là alors. Merci bien. Une autre question éventuellement? Non, pas de question. Juste une question peut-être sur le DUG. Est-ce qu'on a une idée de savoir quand est-ce que ça sera publié sur France Compétences? J'ai l'impression que ça n'est pas encore. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation continue, on a des difficultés à valoriser ce DUG. Ouais, c'est en cours de publication. C'était un gros enjeu aussi que le DUG conserve son inscription à France Compétences. On a un bloc de compétences qui est inscrit ou qui devrait être publié très prochainement si c'est pas le cas. Je pensais que c'était le cas moi-même, qui est vraiment animation et encadrement en toute sécurité pour les activités physiques et sportives hors environnement spécifique, donc qui sont la transposition de ce que l'on avait précédemment, et qui est un vrai enjeu de professionnalisation et je dirais de multi-compétences, y compris pour nos mentions qui ne poursuivent pas la formation à l'encadrement ou à l'enseignement. Je pense aux licences management du sport ou aux licences ergonomie, par exemple, qui ont au moins cette compétence-là et qui peut ensuite leur servir sur des pluri-activités professionnelles dans le cadre de clubs sportifs dans lesquels ils peuvent participer pour une part à l'animation, à l'encadrement et pour une part à la gestion, au développement et puis à la recherche de ressources financières, par exemple. Donc c'est un vrai enjeu. Si c'est pas publié, c'est vraiment en cours et on a
on a un accord du CSLMD et puis de France Compétences pour la publication de ce bloc du doc. Donc ça, je pense que c'est aussi une force de notre formation d'avoir une professionnalisation possible à partir de Bac+2, reconnue par le Code du sport et par les professionnels. Merci Aurélien pour ces précisions effectivement qui sont importantes pour beaucoup de formations. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va passer à la présentation de Anna Billy. Non, pas de questions. Donc, comme je le disais en introduction, donc Anna Billy va intervenir dans la continuité de l'intervention d'Aurélien en montrant comment, dans une UFR en particulier, on essaye eh bien de traduire ça, ou opérationnaliser ce qui a été dit précédemment, notamment les modules. Et plus particulièrement, Anne va s'appuyer sur le projet Shift qu'elle va vous présenter et montrer comment collectivement eh bien, ils se sont emparés des fichiers RNCP et pour décliner dans certaines mentions cette approche par compétence. Donc Anne, si tu veux. Ouais. Alors, donc en effet, je me suis un petit peu servi aussi de notre offre de formation au départ du projet Shift, c'est-à-dire que nous, on a déjà travaillé sur l'approche par compétences à Brest, et du coup, c'est ce qui m'a aidé à impulser un petit peu le travail. Donc, juste pour situer le projet Shift, c'est donc 15 universités qui se regroupent et donc ça fait beaucoup de monde autour de la table, autant des enseignants que des ingénieurs pédagogiques, mais aussi des étudiants. Et donc, on a essayé de monter un groupe de travail, le Work Package 6, autour de l'approche par compétences. Ce Work Package, dans un premier temps, a travaillé tous ensemble. Et puis après, on s'est répartis pour travailler sur des mentions différentes. Donc, la mention APAS et la mention entraînement sportif. Ouais, c'est tout. Donc, le but un petit peu de cette présentation, c'est de vous expliquer quelles ont été nos démarches, quelle a été la méthodologie. Donc, pour essayer de tous travailler ensemble dans le bon sens. Donc, on a procédé par étapes. Dans un premier temps, on s'est informé, beaucoup informé. Puis, on a essayé de comprendre et de synthétiser ces informations pour ensuite essayer d'aller les opérationnaliser. Tu peux y aller. Et du coup, l'information, on s'est d'abord posé la question que disent les officiels, donc c'est-à-dire France Compétences, mais aussi le groupe de la C3D qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, on est allé chercher les informations sur ces deux sites, donc France Compétences et la C3D. Ce qui a donné ce que vous voyez apparaître, c'est-à-dire des blocs de compétences sur la gauche là, avec d'abord un intitulé de bloc RNCP et des listes de compétences, tout ça dans les fiches RNCP. Et de l'autre côté, à droite de l'écran, vous voyez le travail de la C3D qui a repris une réflexion autour de ces blocs et qui a essayé de préciser tout ce qui avait été prélevé dans les fiches RNCP. Alors, juste le petit souci, combiner les informations, au départ, ça a été compliqué parce que les numéros des blocs ne se retrouvaient pas, ne correspondaient pas, mais du coup, voilà, ça fait partie du temps d'information qui était vraiment important de se saisir de toutes ces ressources-là. Ensuite, on a passé un bon temps, je dis une dizaine de grosses réunions, à essayer de comprendre du coup ces informations, mais aussi de se plonger dans le vocabulaire qui n'est pas évident au départ, de s'intéresser à ce qui se cachait derrière les mots, donc autant sur les fiches RNCP que dans les documents de la C3D. On a essayé de reformuler aussi, donc reformuler entre nous en tant qu'enseignants, avec les étudiants, mais aussi avec les ingénieurs pédagogiques. Tout le monde ne voyait pas la même chose derrière ces mots. Et on a comparé aussi, beaucoup comparé, c'est-à-dire qu'on a pris les deux mentions auxquelles on s'intéressait, donc la mention APAS et la mention entraînement. On a essayé de trouver ce qui était commun et ce qui différenciait. Et parfois, on a complété les informations.
Donc, ça a donné un petit peu un travail sur un tableur Excel dans lequel on avait la référence RNCP, la précision du travail de la C3D à côté, et on rajoutait. Et puis, on avait mis des couleurs pour voir ce qui était commun, ce qui nous semblait intéressant, ce qui nous semblait vraiment primordial. Tout ça, donc, ça a été à la fois travaillé en réunion, donc en distanciel évidemment, mais aussi travail à distance. Chacun réfléchissait de son côté et annotait, et puis donc ça a été un travail vraiment collaboratif. Ensuite, on a décidé d'essayer de reformuler à notre sauce pour le projet Shift. Qu'est-ce que ça veut dire si on voulait simplifier? Donc, d'abord, on a essayé de trouver un mot-clé par bloc de compétences, donc qu'on a mis sur la gauche là, en termes de verbe d'action évidemment. Et puis, on a essayé de reformuler avec une phrase type ce qu'on entendait derrière ce bloc. Donc, on pourrait dire que c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt là une phrase qui résumait ce qu'on voulait évaluer derrière ce bloc-là. Et puis, on a essayé ensuite de préciser tout un tas soit de compétences, soit d'activités même, et soit de connaissances qui étaient cachées derrière ces activités et ces blocs. On s'est posé la question de la lisibilité de ce gros tableau qui prenait plein d'informations partout. Et donc, on s'est dit, pour essayer de synthétiser notre méthode, notre approche, notre façon de voir les choses, il va falloir qu'on teste des outils pour mieux comprendre ensemble, pour mieux voir la logique des choses et pour réussir à opérationnaliser. Et là encore, on s'est réunis de nombreuses fois. Et donc, on est parti de ce tableur Excel à rallonge. Pour faciliter la compréhension, on a cherché un cadre. On s'est documenté, on a lu et on s'est mis d'accord sur l'utilisation du cadre de Marianne Poumet et François Georges, notamment autour du but là. Donc, et donc, dans ce cadre, on avait 5 phases qui sont expliquées sur votre droite là. Qu'on va retrouver dans le document que je vais vous présenter derrière. Donc en fait, avant de se plonger dans cette façon de représenter l'approche par compétences et de l'opérationnaliser, on s'est fixé des règles. La première, c'est une formulation précise. Essayer d'avoir toujours la même formulation aux étapes différentes de l'approche. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Parce que sans arrêt, on est en train de retoucher, de dire ah non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Là, il faut utiliser un verbe d'action. Là, il faut utiliser une activité. Là, il faut utiliser. Donc, la formulation est vraiment importante. La deuxième règle, c'est qu'on a fixé 3 niveaux d'acquisition de la compétence. Donc, les fichiers RNCP nous donnent des compétences à atteindre à la fin de la licence. Nous, il fallait qu'on se mette d'accord sur plusieurs niveaux d'acquisition pour atteindre cette compétence à la fin de la licence. Donc, on a choisi de rester en 3 niveaux à peu près partout. Je crois qu'il y a une seule compétence dans laquelle on a gardé 2 niveaux. Et puis, on s'est dit, après avoir comparé le travail en APAS et en entraînement sportif, que le premier niveau devait être commun à toutes les mentions. Puisqu'on est dans un tronc commun au départ, tout le monde travaille la même chose et que petit à petit on se spécialise, on doit donc avoir un premier niveau qui reste commun à tout le monde. Et enfin, il y a des blocs communs aux différentes mentions, les blocs transversaux notamment, qu'on verra juste après dans le document. Donc voilà ce que ça donne. En essayant d'opérationnaliser, on a donc un document, dans un premier temps, constitué de compétences et de composantes essentielles. Donc, vous retrouvez les petits mots-clés à gauche, analyser, participer à la construction, animer, etc. Et puis, la compétence du bloc, qui est avec une phrase clé au centre là, et puis avec la manière d'y arriver, en mobilisant, etc. sur votre droite. Je peux te couper 2 secondes? Vas-y. Oui, vous avez la possibilité de zoomer sur GoToMeeting. Sur la droite,
si vous voulez agrandir le fichier, vous avez un zoom. Chacun un zoom. Excuse-moi, Anne. Non, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez là sur cette page, j'ai fait une accolade pour vous montrer ce qui était commun à toutes les mentions, c'est-à-dire qu'il y a le bloc 3, 4, 5 là, qui sont vraiment communs, et le bloc 3 est commun, est le bloc qui valide le DUG sur l'animation, comme le disait tout à l'heure Aurélien. On peut passer, voilà. Donc, on arrive à nos 5 autres blocs, puisqu'on a 10 blocs en tout. Encore une fois, on a 2 blocs communs là, c'est le bloc 6 et 7. Et les blocs 9 et 10 sont vraiment des blocs très spécifiques aux mentions. C'est les seuls qui vont peut-être pas avoir un niveau commun, un premier niveau commun avec les autres mentions. Donc, une fois qu'on a défini donc les composantes essentielles de ces compétences, on s'attaque aux situations professionnelles. Donc, pour le bloc analysé, par exemple, on a les situations professionnelles en face, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer aux étudiants pour voir s'ils ont acquis la compétence. Donc, c'est finalement les situations d'évaluation. Donc, on a tout un tas de situations qui sont listées. Tu peux passer, je pense, sur les 10 blocs. Et puis, on a ensuite on a pensé à ces niveaux de développement des compétences, comme je le disais tout à l'heure. Donc, sur chaque bloc, on a essayé de mettre une phrase assez courte en général qui résume la progression de l'étudiant de son entrée à la fac jusqu'à la L3. Donc voilà. Sauf, donc, je me permets juste de dire là, le troisième bloc animé, c'est le bloc du DUG et celui-ci, le niveau 3 doit être atteint à la fin de la L2. Et là, il y a un petit, pour l'instant, on en est resté à cette version-là. Pour le bloc 6, on a trouvé que 2 niveaux suffisaient. Donc, on s'est dit qu'à la fin de la L3, ils auraient atteint le niveau 2. Donc, je finis par cette diapo qui est, à mon avis, la plus intéressante au niveau de l'opérationnalisation, puisqu'elle résume un petit peu tout. En haut, vous retrouvez donc la compétence à gauche avec les composantes de la compétence en haut à droite, les situations professionnelles, celles dans lesquelles vont être évalués les étudiants juste en dessous. À gauche, vous avez les niveaux de développement de l'acquisition de la compétence et juste en face de ces niveaux, vous avez les apprentissages critiques. Donc, on a essayé de lister et on s'est donné comme règle d'essayer de respecter 3 apprentissages critiques par niveau. Et c'est à partir de là qu'à mon avis, donc ce qu'on va appeler les conférences de consensus dans le projet Shift, va pouvoir travailler sur les contenus qu'on va pouvoir apporter à chaque niveau pour chaque bloc. Voilà, j'espère pas avoir été trop vite, mais voilà, je voulais faire rapide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions? Voilà, donc on peut prendre quelques questions avant de laisser la parole à Alice, si vous le souhaitez, suite à la présentation de Anne. Oui, peut-être. Merci Anne. De ce que j'ai compris, vous êtes sur une certification progressive des compétences et pas sur une certification année par année de chacune des compétences que vous auriez identifiées. C'est parfois des modalités différentes en fonction des établissements et qui peuvent complexifier ou faciliter les choses. C'était pour une confirmation de ce fonctionnement-là. Oui, en fait, on s'est posé la question sur certaines compétences. Au départ, on était parti sur le fait de valider en L1, en L2, en L3 des niveaux de compétences différentes. Et on s'est finalement posé la question, est-ce que c'était pertinent sur chacun des blocs? Et donc, on s'est dit que sur certains blocs de compétences, ça semblait pas pertinent de se contraindre à ce découpage-là. Donc voilà, on en est resté à là pour l'instant. Je sais que ça complique les choses, par contre.
Euh, pas, pas forcément. Pour donner un exemple, nous, à l'Université de Poitiers, un bloc de compétences peut pas être poursuivi d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on est obligé de reformuler, par exemple, une compétence de façon légèrement différente si on a un premier niveau en L1 et un deuxième niveau en L2, par exemple, pour l'acquisition du DOG. Contrairement, par exemple, à ce qui est fait, je pense, en médecine pharmacie avec le e-portfolio, où une compétence peut être obtenue tout au long des stages, par exemple, d'internat. Donc voilà, je sais que c'est des fonctionnements différents et des approches différentes de ces compétences-là. Alors parfois, ça facilite d'un point de vue, on va dire, ingénierie, la certification de compétences dans une année identifiée. C'est-à-dire que chaque terminologie ou module associé à une compétence est obtenu dans une année et ne peut pas être poursuivi dans une autre. Alors après, avec le chaînage, on peut très bien imaginer que une compétence qui n'est pas obtenue en L1 et qui a une supra-compétence de niveau 2 en L2 puisse être obtenue comme cela. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a parfois différents modèles. Et je pense que là, je prends ma casquette de président de la C3D Stab. Ce serait bien qu'on confronte ces différents modèles, qu'on réfléchisse aux terminologies qui ont été prises, parce qu'en effet, il y a des blocs qu'on a construits avec la C3D, avec les partenaires sociaux, etc. Puis ensuite, il y a les petites déclinaisons sur ces modules-là ou ces sous-compétences. Et là, peut-être qu'il y aura un travail d'uniformisation ou de réflexion conjointe qu'on pourrait mener tous ensemble pour essayer d'identifier quelque chose de peut-être plus transversal. Voilà, c'est juste une réflexion, bien entendu. Ce sera surtout pas coercitif ni, ni contraignant. Non, non, mais c'est très intéressant de penser à pouvoir se mettre d'accord sur ce genre de choses et en tout cas en discuter et confronter les points de vue, c'est toujours intéressant, ouais, tout à fait. D'autres questions? Alors, moi, j'avais vu une intervention de Jean-Louis Gouju qui disait attention, toutes les la formation, enfin, toutes les compétences qu'on va donner via notre formation ne se résument pas aux compétences fiches RNCP. On peut aller bien au-delà des fiches RNCP. Le fiche RNCP, c'est le minimum, c'est ce qu'il appelle la tête de gondole. Mais nous, on peut aller au-delà de ces compétences. Et je ne sais pas si on l'a complètement intégré ça dans Shift. Je pense que ça serait bien de se réserver cette possibilité d'aller au-delà des fiches RNCP. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Aurélien, est-ce que tu me confirmes que nos formations ne se résument pas aux compétences des fiches RNCP? Oui, et c'était plutôt sur de ce que j'en ai compris moi du postulat de Jean-Louis, c'est que c'est aussi au regard des connaissances, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont des connaissances méthodologiques universitaires, voilà, de méthodologie de recherche par exemple, qui vont pas être utilisables tout de suite et valorisables tout de suite dans un bloc de compétences, mais qui peuvent être poursuivies et puis bien entendu enseignées de façon à anticiper par exemple une poursuite de cursus. Et si on parle de la poursuite licence-master. Ça, c'est un premier point. Et puis là, en t'entendant dire, je me dis que pour le modèle de la LAS, par exemple, la LAS deuxième année, clairement, on a des connaissances et des compétences qui seront a priori validées par des étudiants qui sont inscrits dans ces LAS deuxième année, qui ne seront pas dans la fiche RNCP. Alors après, la difficulté, c'est d'aboutir à l'ensemble des connaissances et des compétences de la fiche RNCP et rajouter d'autres compétences parce que bon, on est quand même contraint par le volume horaire, par l'encadrement, par les capacités de tutorat et de travail des étudiants et qu'il faut pas non plus que ce soit la course à l'armement parce que les pauvres étudiants, ils vont plus dormir si on leur donne trop de compétences à atteindre chaque année. Voilà, je fais peut-être une transition vers le postulat d'Alice, mais c'est un petit peu le risque, c'est-à-dire de se dire, bah oui, on peut faire ces compétences-là qui sont le cœur de métier visé ou les cœurs des métiers visés. Si on en rajoute trop, ça va vite être compliqué. Ouais. Merci. Aurélien, effectivement, tu as amorcé le dernier temps de cet atelier. Ce qui est important, c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit au tout début, répondre à un contexte particulier de diplomation dans le champ du sport avec toutes ces contraintes que tu as fixées. On voit au niveau des équipes pédagogiques cette nécessité de traduire les choses de manière opérationnelle sans pour autant monter des usines à gaz qui font que les étudiants
se tuerait à la tâche ou du moins aurait du mal à trouver quelles seraient les compétences à prioriser ou s'y retrouver. C'est pour ça que l'intervention d'Alice, eh ben, elle est bienvenue parce que, comme je le disais tout à l'heure, une ingénierie ou de la conception, elle est quand même destinée aux étudiants, à des usagers, et que si on est dans une conception continuée qui vise à améliorer en permanence et faire durer cette réflexion, ben il est nécessaire, me semble-t-il, de s'appuyer sur un certain nombre d'indicateurs et notamment la parole des étudiants et leur expérience en tant qu'usagers de ces formations qui s'orientent vers cette conception et cette logique. Je crois que tu l'as dit en partie, Aurélien, tout à l'heure, mais je crois que c'est important de préciser que l'approche compétence, elle a aussi un changement de paradigme. Alors, pas tellement en STAPS, parce qu'elle existe depuis longtemps, mais c'est dans une logique d'apprentissage et plus d'enseignement. C'est-à-dire qu'on crée vraiment les conditions pour que les étudiants se focalisent davantage sur les acquis qu'on vise pour eux que sur les notes et obtenir finalement des notes pour être diplômés, mais vraiment être centré sur qu'est-ce qui constitue le diplôme. Voilà, donc c'est une transition un peu longue, mais pour laisser la parole à Alice. Si je peux me permettre, excuse-moi Alice, c'est vraiment l'enjeu aussi, c'est que les étudiants soient plus voilà, moteurs de leurs apprentissages, de ce qu'ils veulent faire, de quelles compétences ils veulent développer et de quel métier ils visent. Et je pense que c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on soit moins dans la consommation de matière, dans l'acquisition de notes et plus dans un travail voilà, pré-professionnel ou qui engage l'étudiant dans le développement de ses compétences complexes. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple non plus parce que on a de nombreux étudiants en STAPS et qu'on a une grosse pression et qu'il faut un accompagnement aussi pédagogique important. Je pense que c'est aussi le frein potentiel dont on pourra discuter tout à l'heure. Voilà. Merci et excuse-moi de t'avoir coupé, Alice, éventuellement. Pas de souci, Aurélien. Du coup, merci de me donner la parole. Je vais partager mon écran. Ok. Du coup, merci de m'accueillir au sein des ateliers de l'UNES. Donc, pour me présenter, je suis Alice Buenzo, étudiante fraîchement diplômée d'un master management du sport à l'Université de Nantes. Et avant ça, j'ai fait une licence ergonomie à l'Université de Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Et donc, j'ai pu, au cours de ma formation, tester ces modèles universitaires d'approche par compétences notamment. Et du coup, je suis ici aussi en tant que vice-présidente en charge des affaires académiques à l'ANESTAPS, qui est l'association nationale des étudiants en STAPS et qui participe au projet Shift, notamment pour donner le point de vue étudiant et surtout participer à la mise en place des tutorats dont on parlera juste un petit peu après. Donc j'ai vu qu'il était déjà 55, donc je vais essayer de faire une présentation succincte pour pas mettre tout le monde en retard. Dans un premier temps, le projet Shift, et quand Henri nous a demandé qu'on travaille ensemble, nous, on a tout à fait bien reçu l'invitation, puisque c'est important pour nous de participer à un projet qui permet à chaque étudiant de pouvoir suivre le parcours de formation de son choix et dans les meilleures conditions possibles. L'approche par compétences qui a été élaborée par le projet Shift, elle permet de nombreux avantages pour la formation. Et notamment, et ce que nous, on trouve le plus important, ça va être de comprendre en fait dans quelle logique d'apprentissage l'étudiant il va être. C'est-à-dire comprendre comment les différents enseignements vont se compléter, vont s'articuler et vont former les compétences que l'étudiant et le futur professionnel finalement sera capable de mettre en application dans différents domaines. On parle beaucoup des domaines d'intervention directe avec le face-à-face pédagogique, mais il y a aussi du coup les filières, comme Aurélien disait, ergonomie et management qui ne permettent pas forcément de face-à-face pédagogique spécifique. Par le DUG, oui, mais pas spécifique. Et en fait, comprendre l'articulation qu'il va y avoir entre les différents blocs, les différents UE, comment les matières sciences humaines et sociales, sciences de la vie, interaction pédagogique vont s'articuler entre elles. Ça permet à l'étudiant de mieux prendre connaissance
et confiance en fait dans ses propres compétences qu'il va développer, et ainsi de mieux pouvoir valoriser son profil et ses compétences auprès du monde professionnel. Donc être conscient de l'articulation que vont avoir les différents savoirs et savoir-faire entre eux, permettra de mieux nommer les choses que l'étudiant sera capable de faire. Et donc à terme, on espère, et notamment via le projet Shift, que les étudiants sont capables de mieux valoriser leur profil à l'entrée dans la vie professionnelle, que ce soit pendant les entretiens ou alors directement dans des situations dans lesquelles ils vont être mis dans leur vie professionnelle, que ce soit lors de stages ou alors carrément en tant qu'employé ou voilà, faisant partie d'une entreprise ou d'une organisation. Donc ça, c'était pour le côté plutôt compétences. Et ensuite, je vais revenir sur deux modalités de la licence Shift. Donc, dans un premier temps, le côté flexible qui est proposé par le projet Shift. Donc, ça permet à chaque étudiant de pouvoir étudier, à son rythme, donc c'est-à-dire de s'adapter, d'adapter ses enseignements à sa situation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, on essaye d'inclure chaque situation d'étudiant dans les enseignements, et donc de répondre à leurs différentes contraintes, que ce soit un élève qui soit en situation de handicap, un sportif de haut niveau, ce qui peut arriver en STAPS, des étudiants qui soient salariés à côté ou qui ont d'autres activités ou contraintes quelconques. L'aspect flexible de la licence Shift va permettre à chacun de pouvoir suivre la formation de son choix, et ce qui permet, et ce qui est important pour la NESTAPS, de répondre à des enjeux d'accès à l'université qui nous tiennent particulièrement à cœur. Enfin, quand Henri Benoît nous a proposé de diriger le World Package sur le tutorat, ça nous a tenu également particulièrement à cœur, puisque le tutorat, c'est un modèle d'accompagnement par les étudiants et pour les étudiants qu'on prône largement au sein du réseau de nos associations à la NESTAPS. Cet apprentissage par les pairs, il a déjà fait, les avantages de l'apprentissage par les pairs a déjà fait ses preuves au sein de nos universités, et c'est pour ça qu'on avait à cœur d'accompagner cette partie-là du projet Shift. Donc, ça a différents avantages, je ne vais pas tous les citer, mais créer du lien entre les générations, apprendre les amoyens, ça c'est fait, et surtout briser le lien qu'il peut y avoir entre le professeur et l'élève via un père qui va pouvoir peut-être expliquer d'une différente façon. L'étudiant qui est en situation d'apprentissage va peut-être plus oser poser ses questions, prendre confiance grâce à quelqu'un qui est déjà passé par le chemin que lui s'apprête à emprunter. Donc c'est pour ça que ça ressort de nombreux avantages pour la formation. Donc voilà pour ce qui va être du tutorat. Donc, pour conclure, mais les précédents intervenants ont pu le dire facilement, mais ça représente de nombreux avantages pour l'étudiant d'être dans une formation qui reprend l'approche par compétences, que ce soit au sein même de son parcours de formation grâce aux dispositifs qui vont être proposés sur les à côté de la formation, la flexibilité de celle-ci, le fait qu'il y ait du tutorat, mais aussi sur l'insertion professionnelle, et notamment le fait que l'étudiant conscient de ses compétences sera un étudiant qui pourra plus facilement rentrer dans la vie professionnelle, car il sait de quoi il est capable et il sait à quoi il peut prétendre une fois dans la vie professionnelle. Et on répétera jamais assez qu'on vient en effet à l'université non pas pour acquérir un diplôme, mais bien pour les compétences qui lui sont associées. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alice pour cette présentation qui complète les deux interventions précédentes. Henri, il est 16h03 à ma montre. Est-ce qu'on a le droit, la possibilité de payer? Une question peut-être. Ouais. Donc voilà. Ouais, Aurélien.
Ouais, si je peux, merci pour ta phrase de conclusion que j'apprécie largement, Alice. Je pense que l'enjeu à travers Shift ou même à travers les modèles qu'on pourra développer localement avec une pédagogie plus en présentiel, etc., c'est vraiment l'individualisation des parcours et répondre aux besoins et aux volontés de l'étudiant sur le développement de ses compétences professionnelles. Et je pense que le parcours de chaque étudiant, dans l'idéal, devrait être individuel et individualisé. Donc, ça nécessite de transformer nos systèmes d'information pour qu'ils soient suffisamment souples, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que l'étudiant puisse avoir accès à des compétences ou des blocs de compétences qui puissent lui servir dans un cadre ou à un autre, tout en, compte tenu de nos contraintes du code du sport réglementaire, eh bien, conservant un tronc commun qui lui permette d'obtenir, je dirais, voilà, ce socle de compétences commun qui permet l'accès à l'emploi et l'assurance qu'il puisse intervenir si on parle des métiers de l'intervention en toute sécurité. Donc, je pense qu'il y a une part voilà, de contraintes, mais il devrait y avoir une large part d'enseignement, on va dire, au choix si notre système était suffisamment agile. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question, mais j'aime bien la présentation et les deux dernières d'Alice. Merci pour cela. Je crois qu'on va être obligé d'y aller. Bon. En tout cas, ouais, moi aussi, je voudrais remercier l'ANESTAPS. Hein, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire, moi, sans les étudiants, tous ces projets ne fonctionneraient pas. Donc, merci de votre participation active et sans faute. Merci encore. Merci à Jérôme, vous je crois qu'il va falloir. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on se connecte sur le webinaire plénier. Vous avez dû recevoir un mail ce matin à 8 h. Je vous laisse vous connecter et je vais fermer cette session. Ok. Et Jérôme, tu pourras vous présenter Alice et Jérôme à deux voix. La diapo que je t'ai envoyée. Ouais. Et tu pourras la projeter, Henri? C'est bon? Oui, je pense. Ouais. Sinon, on nous donnera la main. Il faudra peut-être me la renvoyer parce que là, sinon, on nous donnera la main. Si tu l'as directement, Merci, attends, tu me l'as envoyé à quelle heure? Ce matin? Oui. Je te l'ai envoyé à 10h07. Ok, donc je l'ai alors. T'as pas fait de modif? Non. Tu verras, j'ai ajouté une diapo de restitution. On pourra commenter avec qui reprend ce qu'elle a proposé d'ailleurs. Ok, donc je vous propose qu'on se retourne sur l'autre webinaire, le plénier. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. À plus, Aurélien, peut-être à tout à l'heure, je sais pas si. Okay. C'est bon, Jérôme? Ouais. On se rejoint sur l'autre? Ouais. Sur le plénier? Vous l'avez reçu, le mail? Moi, je l'ai reçu à 8 h, parce que là, par contre, je ne peux pas vous donner le lien. Alice, c'est bon? Moi, je l'ai reçu. Ouais, je l'ai reçu. Ouais, à 8 h, je crois. Ok, bon, bah, à tout de suite.